Pasteur Bobo, ce que nous avons essayé d'expliquer là, ça peut arriver dans tous les milieux, hein, dans le milieu du gouvernement, ça peut arriver à un président, un chef d'État. Son médecin peut être loin ou peut avoir lui-même un malaise. Est-ce que les gardes du corps savent-ils le geste de premier secours? Quand le diagnostic de mort cérébrale est prononcé, c'est irréversible. C'est pourquoi on doit le prendre avec sérieux. C'est rigoureux. Il y a des signes bien spécifiques qu'il faut respecter avant de prononcer ce diagnostic-là, parce que c'est irréversible. Donc, si on vous comprend très bien, avec le cas de Malou Malo ne reviendra plus jamais à la vie normale. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir nous suivre partout à travers le monde. Nous sommes à Bruxelles. Nous sommes encore avec Dr Patrick Badibanga, que vous aimez tant. Nous sommes avec lui. Bonjour, docteur. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Ouais, très bien. Nous portons... nous sommes en forme. Nous sommes contents d'être là. Votre dernière vidéo, votre dernière intervention sur Papa Wemba, sur la mort de Papa Wemba, la vie des médecins professionnels, on pourrait dire à cartonner, beaucoup de personnes ont aimé, beaucoup de personnes ont regardé. La vidéo a presque dépassé plus de 215 000 vues. Vous-même, votre sentiment ou réaction par rapport à ça? Évidemment, nous ne cherchons pas à être regardés ou à être applaudis. Le but de nos interventions, c'est d'essayer d'aider la population. Ici, en l'occurrence, par rapport au décès de Papa Wemba, ce qui avait choqué l'opinion, en tout cas surtout les gens qui sont dans le monde médical, c'était l'absence et l'ignorance des gestes de premier secours dont nous avons essayé d'apporter notre pierre à l'édifice en aidant notre population. Tant mieux si on a été suivi et j'ose espérer que ça peut sauver ne fût-ce qu'une personne quelque part si le besoin s'est présenté. J'en profite aussi, si je peux ajouter quelque chose, ce que nous avons essayé de faire et de dire dans cette vidéo-là, l'apprentissage des gestes de premier secours, nous continuons de travailler là-dessus. Vu l'audience réservée à notre intervention et la réaction de plusieurs personnes à travers le monde, nous avons eu des amis qui sont venus de Caroline du Nord jusqu'ici en Belgique pour travailler ensemble avec nous, essayer de mettre en place un projet pour divulguer la connaissance des premiers gestes de secours. Et nous voulons mettre en place une fondation qui fera les tours, surtout des pays en voie de développement, pour aider. Nous sommes disposés, nous sommes disponibles. Il y a plusieurs personnes, plusieurs médecins et toutes spécialités qui veulent aider. Ils ont compris le besoin et la nécessité de cet apprentissage. Mais évidemment, nous aurons besoin de soutien, de moyens. Nous en appelons au gouvernement dans nos pays africains. Nous voulons faire les tours de nos pays africains et organiser un enseignement approprié. Vous savez, Pasteur Bobo, ce que nous avons essayé d'expliquer là, ça peut arriver dans tous les milieux, hein, dans le milieu du gouvernement, ça peut arriver à un président, un chef d'État. Son médecin peut être loin ou peut avoir lui-même un malaise. Est-ce que les gardes du corps savent-ils le geste de premier secours? Je ne sais pas. Ça peut arriver dans une résidence présidentielle. Est-ce que les femmes des présidents africains savent-elles et connaissent-elles les gestes de premier secours? Je ne sais pas. Mais en tout cas, mon appel est lancé. Nous sommes disponibles à tous les niveaux. Nous voulons aider notre population. Ça peut arriver dans le Parlement, comme il y a eu déjà d'autres cas. Nous sommes disponibles pour aider. Malheureusement, nos pays africains, je ne sais pas, nous sommes là, ils nous laissent de côté, mais nous sommes disponibles pour aider. Nous aurons besoin de soutien
et nous sommes disponibles pour venir en Afrique, aider notre population. Vous, comme médecin, saura-t-on un jour la vérité sur la mort de Papa Wemba? Qu'est-ce qui a été fait et pour vous, qu'est-ce qui devrait être fait? Même par rapport à l'autopsie, parce que beaucoup de personnes ont parlé, beaucoup de personnes ont réagi, même dans votre intervention, on a vu plus de 1000 personnes ont réagi, donc il y a eu vraiment beaucoup de réactions. Saura-t-on un jour la vérité, ou est-ce qu'il fallait faire l'autopsie 40 jours après la mort de Papa Wemba? Humblement, dans notre intervention, nous avons essayé de mettre des hypothèses les plus vraisemblables. Mais évidemment, ça reste des hypothèses. Je pense que pour des décès des décès inattendus comme celui-là, la seule manière d'avoir un diagnostic de certitude, une cause de certitude après un décès comme celui-là, évidemment, c'est l'autopsie. Je pense que ça aurait été de bon augure de procéder à une autopsie, mais évidemment, ces choix-là restent le choix de la famille. La famille est tout à fait libre de choisir une autre voie, mais pour ma part, je pense que la seule manière d'avoir une cause de certitude, nous avons émis des hypothèses, ça pouvait être un infarctus massif, ça pouvait être un accident vasculaire cérébral, un trouble des rythmes. Il y a des hypothèses les plus vraisemblables. Mais évidemment, pour avoir une cause avec certitude, je pense que l'autopsie aurait pu aider. On le suit partout à travers le monde. On est venu vous voir encore parce qu'il y a un autre cas, un cas qui intéresse les internautes, un cas qui intéresse les spectateurs, un cas qui intéresse la diaspora ou les Congolais de partout. Vrai, fausse mort de Malo. L'abbé Malo. D'autres disent Malo. Est décédé, aussitôt il y a des démentis, il n'est pas mort, il est décédé. D'autres disent que mort cérébrale, mort clinique. Vous comme médecin, on est venu vous voir, docteur Patrick. Essayez un peu de nous éclaircir par rapport à cela. Vrai, fausse mort de Malo. Mort clinique, mort cérébrale. Évidemment, répondre par vrai ou faux, je ne peux pas. Je ne suis pas en mesure de répondre. Je crois que cette personne, elle est hospitalisée aux États-Unis. Je ne peux pas répondre vrai ou faux. Ce que je peux pour aider la population, le grand public, c'est de discuter ce qu'on appelle une mort cérébrale, parce qu'on a évoqué ça lors de certains communiqués. Je vais parler un peu au niveau du grand public, sans entrer dans trop de détails. Il peut arriver, dans certaines situations médicales, que l'activité cérébrale cesse. Donc, l'activité électrique du cerveau s'arrête. Évidemment, cette activité électrique du cerveau peut être mesurée par certains examens plus spécifiques. Et, par exemple, un électroencéphalogramme qu'on peut enregistrer pendant 30 minutes et puis répéter encore avec intervalle de 4 heures. Et si on constate un électroencéphalogramme plat, on peut parler d'une mort cérébrale. Évidemment, d'abord, ça reste un diagnostic clinique. On regarde l'absence des réponses à tout examen neurologique. Donc, l'absence de tout réflexe lors d'un examen neurologique, l'absence de toute réactivité, par exemple des nerfs crâniens, on regarde tous les réflexes oculocardiaques, le réflexe des pupilles. Si on a une absence totale, une réactivité lors d'un examen neurologique, on peut parler de mort cérébrale et la certifier avec des examens plus appropriés, comme j'ai parlé de l'ECG, un électroencéphalogramme, ou alors un diagnostic, un examen beaucoup plus poussé, une angiographie pour constater une absence de vascularisation cérébrale. Maintenant, d'une manière commune, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La cessation d'activité cérébrale précédant la cessation d'activité cardiaque. Donc,
D'apparence, on peut constater encore que le cœur de la personne continue de battre. On peut constater qu'on a un rythme cardiaque. La température de la personne peut rester valable. Alors, la famille qui approche cette personne a l'impression que la personne, elle est encore vivante, parce que son cœur bat, parce que la personne est encore chaude. Mais comme l'activité cérébrale a cessé, cette apparence est liée simplement à une réanimation avec les machines. Donc, si on arrête cette réanimation des machines, on arrête l'hydratation de la personne, et évidemment, la personne, elle est morte. Mais je dois juste signaler et insister que si le diagnostic de mort cérébrale est prononcé, la personne, elle est morte. En réalité, elle est morte. Mais même quand on regarde encore l'apparence d'une personne qui continue d'avoir des signes comme si elle était vivante, j'insiste sur la présence du pouls, mais elle est morte parce que c'est une situation irréversible. Quand le diagnostic de mort cérébrale est prononcé, c'est irréversible. C'est pourquoi on doit le prendre avec sérieux. C'est rigoureux. Il y a des signes bien spécifiques qu'il faut respecter avant de prononcer ce diagnostic-là, parce que c'est irréversible. Donc, si on vous comprend très bien, avec le cas de Malumalo, Malumalo ne reviendra plus jamais à la vie normale. Je dois rester prudent. Si réellement le diagnostic de mort cérébrale est prononcé, c'est irréversible. Je parle d'une façon strictement scientifique et médicale. À moins que ce soit un autre diagnostic. Parce qu'il ne faut pas confondre non plus la mort cérébrale avec certaines situations qui peuvent mimer la mort cérébrale. Par exemple, une intoxication alcoolique prononcée. On pourrait un surdosage en morphine dans certains médicaments, ou bien lors de certaines anesthésies, un état d'anesthésie profond peut mimer une mort cérébrale. Il ne faut pas confondre ça non plus avec un coma végétatif qui peut devenir un cas chronique. Comme Charles. Par exemple. Mais par contre, la mort cérébrale, il y a une absence d'une respiration spontanée, ce qu'on pourrait encore avoir dans certains états de coma neurovégétatif chronique. Donc, il y a des différences à faire. La mort cérébrale, elle est liée, elle est souvent causée par une hypertension intracrânienne, un édème cérébral et une nécrose. Donc, nécrose qui est liée à ces deux facteurs-là, et une absence de vascularisation cérébrale. Donc, quand on fait, pour ceux qui sont un peu dans le domaine, après une mort cérébrale, si on fait l'autopsie, on constate un état de nécrose des cellules cérébrales. Et ça, c'est irréversible. Mais si la personne avait signé des documents, est-ce que c'est possible que la science puisse récupérer ses organes? Justement, quand il y a mort cérébrale, c'est le moment favorable, entre guillemets, où médicalement, on peut saisir l'opportunité. Lors d'un accident avec un traumatisme crânien sérieux, on peut avoir un édème cérébral qui conduit à une mort cérébrale, alors que le rein de la personne continue de fonctionner. Le foie de la personne continue de fonctionner, son cœur continue de battre. En ce moment-là, on profite justement pour prélever les organes et faire des dons à des personnes qui en ont besoin. Mais on respecte évidemment les choix des familles qui peuvent émettre un veto pour refuser un prélèvement d'organes. On respecte la liberté des citoyens. Ici en Europe, si on n'a pas spécialement refusé avec un document, je crois qu'on considère que toute personne peut être potentiellement donneur d'organes. Si la personne est maintenue par les appareils et qu'on doit arrêter ou ne pas arrêter, ça c'est un choix des familles. Si on a prononcé, je reviens à la mort cérébrale, si on a prononcé ces diagnostics-là, on ne peut plus parler d'euthanasie en ce moment-là parce que la personne elle est morte en réalité.
elle est déjà morte. Ce n'est plus un état... on ne peut plus parler de notion d'euthanasie parce qu'elle est morte. Elle est morte, mais seulement elle est maintenue par les appareils. Évidemment, ça peut se prolonger un peu si la famille émet un veto et refuse qu'on débranche les appareils de réanimation. L'hôpital ne peut pas débrancher. Si la famille refuse, c'est que la famille va continuer à payer les factures. Parce que la personne reste à l'hôpital. À ce moment-là, l'hospitalisation, elle doit être payée. Mais je dois dire à l'opinion, on respecte. Vous savez, les choix d'accepter ou ne pas accepter qu'on débranche les appareils lorsque la mort cérébrale est prononcée, ces choix-là sont liés à des convictions philosophiques, des convictions religieuses des gens. Le corps médical respecte les opinions des gens. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre du choix de la famille en respectant leurs convictions religieuses. Mais ce qu'il faut passer comme message, c'est que l'état de mort cérébrale est irréversible. Mais je crois en Afrique, c'est difficile d'avoir des cas comme ça parce que les hôpitaux n'ont pas de matériel, des appareils appropriés. Évidemment, quand on n'a pas des appareils capables pour réaliser une réanimation digne de son nom, dans les unités des soins intensifs, bon, peut-être qu'on ne constate pas ces états-là parce que bon, quand c'est dans une unité, on ne sait pas toujours bien faire la part des choses quand on n'a pas les appareils appropriés. Bon, il faut distinguer, comme je disais, les états de coma profond avec une vraie mort cérébrale, évidemment en suivant avec rigueur les examens et les signes comme codifiés par l'Organisation mondiale de la santé. Si vous avez des témoignages à votre niveau, vous êtes médecin, on le voit professionnel, est-ce qu'à votre niveau, déjà des cas où des personnes qui ont on dit mort cérébrale et revenus à la vie normale, marcher, manger avec des gens? Non, j'insiste sur le fait, je l'ai dit au moins 10 fois dans mes explications, l'état de mort cérébrale est irréversible, mais parfois il peut être confondu. Il peut être confondu avec certaines situations. J'ai parlé d'intoxication à certains médicaments qui peuvent mimer l'état apparent de mort cérébrale. C'est pourquoi c'est un diagnostic qu'on ne prononce pas avec légèreté. C'est un diagnostic qui est codifié. Ça doit être établi par au moins 2 médecins et faire des examens, les répéter pour confirmer le même diagnostic avant de le prononcer. Parce qu'une fois que c'est prononcé, c'est irréversible. Mais il y a des états qui peuvent mimer. Je vous parlais d'une anesthésie profonde, d'une intoxication, certains médicaments. Ça peut mimer, mais ce n'est pas une mort cérébrale. Une mort cérébrale est irréversible. Maintenant, les témoignages, ça reste... Déclaré mort déjà 2 jours après, il était déjà... et puis après, la personne, on dit résurrection. Mais là, on est dans un autre domaine, mais sur le plan strictement médical, une mort cérébrale est irréversible. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. On va vous laisser 1 minute, docteur. Vous avez beaucoup de boulot. On est dans votre bureau. Merci de nous recevoir. C'est le micro du pasteur Bobo. On est venu vous voir parce que ça chauffe. Des gens interprètent à leur façon. On a jugé bon d'avoir la vie d'un professionnel. Bon, je pense, en résumé, donc, il faut faire confiance toujours au personnel qui s'occupe d'un malade à l'hôpital. Et les informations qui nous sont données par l'équipe médicale, en général, elles sont fiables. Ici, quand c'est un personnage public, parfois la presse s'y mêle, il y a des annonces, des contre-annonces, mais la vérité médicale ne peut pas être changée. Il faudrait juste aller voir tout près la réalité. S'agit-il d'une mort cérébrale? Je vous ai donné quelques éléments. Et si c'est ça, c'est irréversible. C'est la nature. Nous sommes humains. La vie humaine a des limites. Il faut accepter cela. C'est l'humilité aussi de la vie. C'est d'accepter nos limites et les limites de la médecine actuellement. La médecine ne peut pas tout guérir. La médecine ne peut pas tout changer. Il y a des limites. Il y a un moment où on s'avoue vaincu. Et la personne peut être déclarée morte. Merci. À la prochaine.